Chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique, merci de vous être branchés très nombreux. Et comme vous le savez, chaque week-end, nous nous retrouvons sur le plateau de la VDC pour qu'on parle de l'actualité dans notre pays, donc l'actualité qui a fait les bouses au courant de la semaine. Donc aujourd'hui, nous vous amenons un intellectuel en direct de la France du nom de Maître Michel Okamba, et celui-ci est avocat au barreau de Nîmes en France. Bonsoir, Maître Michel. Bonsoir, Monsieur Don Kaimbe. Alors, vous nous ferez plaisir de parler un peu plus fort, puisque vous êtes un peu feinte là. Alors, aujourd'hui, Maître, nous nous retrouvons sur ce plateau pour qu'on parle de l'actualité dans notre pays. Cette semaine qui s'achève, nous avons tous suivi avec beaucoup plus d'attention ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Ainsi, nous allons parler de l'arrestation de Vital Kamerhe avec le premier jugement qui a eu le lundi dernier. Ensuite, nous allons parler de l'arrestation de l'évêque Mukuna qui a eu lieu le mercredi pour être entendu, mais le jeudi, il s'est retrouvé en prison à Makala. D'entre les jeux, commençons avec le premier point, Maître Michel. Ayant été cité dans l'affaire de programme de 100 jours de chef de l'État, donc les charges qui ont été retenues à la charge de Kamerhe, si je peux me répéter, c'était pour le détournement de fonds publics, enrichissement illicite et corruption, aussi pour le blanchissement de capitaux. En tant que maître et quelqu'un qui est avisé dans les domaines de droit, est-ce que vous pouvez nous lire ou bien nous définir ces peines ou bien ces charges qu'on a imputées à Vital Kamerhe? Merci beaucoup, Monsieur Kaimbe. D'abord, je voudrais bien préciser l'orthographe de mon nom. C'est Michel Lokamba. Lokamba, je m'excuse, oui. Il n'y a pas de souci. Avocat au barreau de Lille, on s'est déjà vu, ce n'est pas la première fois, donc votre langue peut fourcher. Pour répondre à votre question, effectivement, le procureur de la République de Kinshasa poursuit M. Kamerhe et compagnie pour 2 infractions, mais subdivisées en 3 faits. Et toutes ces infractions-là, en fait, pour 2 infractions, la première infraction est basée sur l'article 145 du Code pénal, livre 2 de la République démocratique du Congo, qui dit « Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte, en qualité d'administrateur, de gérant, des commissaires aux comptes ou tout autre titre, tout mandataire ou tout préposé de personnes énumérées ci-dessus qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge, sera puni de 20 ans de travaux forcés. Donc, pour les détournements, pour me faire bref, pour les détournements publics, prévu par l'article 145 du Code pénal, livre 2 de la République démocratique du Congo, des détournements en qualité d'agent public ou de quelqu'un qui détenait cette fonction-là est puni de 20 ans de servitude pénale. Le deuxième fait qui lui est reproché, c'est toujours encore le détournement de deniers publics. Mais il faut toutefois préciser que pour les blanchissements, M. Kamerhe n'est pas poursuivi pour les blanchissements de deniers publics. Il n'y a que M. Kamerhe qui est poursuivi pour détournement. M. Jamal, lui, est poursuivi en outre pour blanchissement de deniers publics. Qu'est-ce que vous voulez dire par blanchissement d'argent, puisque le blanchissement de capitaux, l'on nous a dit que Kamerhe aurait pu avoir certains comptes ouverts à l'étranger. Quand vous déplacez de l'argent en masse, ça ne fait pas partir de cette rubrique-là de blanchissement d'argent. Ben, c'est ça la question que je me pose. Pour M. Kamerhe,
il n'est pas poursuivi pour blanchissement d'argent parce que j'ai la requête aux fins de fixation des dates d'audience. Donc, qui veut dire, le parquet a demandé au tribunal de pouvoir fixer une date d'audience et c'est sur base de cette requête que je suis en train de vous dire que M. Kamere est poursuivi pour détournement, M. Djama est poursuivi en outre. À part le détournement d'argent, il est poursuivi en outre pour blanchissement. Ce qui me pose problème, sur les poursuites qu'on est en train de faire sur M. Djama, les blanchissements supposent l'argent venant d'un système occulte, d'un système illégal, d'un système de trafic, d'un système de terrorisme, par exemple, que l'on injecte dans les circuits normaux. Mais dans les cas d'espèce, je ne sais pas comment le procureur soutiendra son accusation pour pouvoir dire qu'il y a, pour pouvoir établir les blanchissements. Parce que dans les cas d'espèce, si nous prenons en globalité les faits tels qu'ils sont reprochés aux 2 prévenus, aux 3 prévenus qui étaient présents lors de l'audience préliminaire, en fait, lors de l'audience, la première audience, tout l'argent qu'on leur est en train de leur reprocher provenait d'un circuit légal et qui, par la suite, ont été détournés. Mais qui risquent d'être utilisés. Donc, ce sont des risques établis par la communauté internationale. Donc, quand vous déplacez une masse d'argent là, hors du système bancaire, ça risque d'être détourné pour des fins terroristes, par exemple. Alors, dans ce cas-là, on parle de blanchissement d'argent. Non, là, c'est le financement du terrorisme. Là, c'est le financement des activités occultes. Les blanchissements, le mot même le dit, sans vouloir être grand pénaliste ou autre chose. Le mot lui-même le dit. Blanchissement, c'était de l'argent sale que l'on blanchit. Okay. Or, dans ces cas d'espèce, c'est de l'argent légal, en fait, venant des circuits légaux et qui sont détournés. Pour moi, je ne sais pas comment le procureur de la République soutiendra à l'encontre de M. Djama cette accusation-là. Et si c'est une charge douteuse alors? Non, pour moi, si j'étais du côté de la défense, je me sentirais à l'aise pour pouvoir obtenir la relaxe pour mon client. Ok, alors nous avançons, Maître Michel, avec ma deuxième question. En droit, quelle est la procédure à suivre par un juge dans un cas pareil, surtout au premier jour de l'audience? Qu'est-ce qui devrait se faire en principe? Puisqu'il y a des gens qui crient que l'audience a commencé un peu trop tard et qu'on a vu que les défenseurs, c'est-à-dire les avocats de plaignants, n'étaient pas armés, et plutôt que le procureur de la République avait des tonnes et des tonnes de papier que les autres n'avaient pas accès. Raison pour laquelle, malgré que les gens de l'UNC et quelques amis de Kamere disent que c'est un dossier vide, mais ils demandaient d'avoir encore accès à ces dossiers-là. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction là-dessus? D'abord, parlez-nous d'abord de la procédure. Quand les gens se présentent pour la première fois devant les juges, qu'est-ce qui doit se faire? Monsieur Kaimbe, la procédure pénale congolaise est subdivisée en 2 étapes. La première partie, c'est l'enquête préjuridictionnelle. Dans cette partie-là de l'enquête préjuridictionnelle, les procureurs seuls mènent l'enquête. Et il est en train de mener l'enquête à charge tout comme à décharge. Quand il mène l'enquête à charge et en décharge, c'est une procédure que l'on pourrait dire inquisitoriale. Il est le seul à pouvoir fouiner dans tout le sens pour pouvoir établir soit la culpabilité, soit la non-culpabilité de la personne. S'il parvenait, au bout de ses recherches, à trouver que la personne poursuivie et il y a des charges suffisantes contre lui pour pouvoir le traduire devant le tribunal, il est traduit devant le tribunal. Là s'achève la période préjuridictionnelle, donc l'enquête au niveau du parquet, et commence alors la procédure devant les tribunaux. Devant les tribunaux, alors, nous ne sommes plus dans les cas de la procédure inquisitoriale. Devant les tribunaux, il y a ce que l'on appelle la loyauté des débats. La loyauté des débats et l'égalité des armes. Toutes les parties, les procureurs de la République, tout comme les prévenus qu'il poursuit, doivent, toutes ces 2 parties-là, avoir les éléments du dossier pour pouvoir se défendre. On ne veut pas dire que les procureurs détiennent
toutes les preuves, toutes les informations par devers lui et il vient simplement devant le tribunal pour exposer ses griefs sans que la partie poursuivie puisse pouvoir mieux se défendre. C'est que les avocats des parties prévenues, Kamer et Djama et l'autre, j'oublie son nom, c'est que les avocats de parties prévenues ont fait, c'était dans leur droit de pouvoir demander les renvois de l'audience afin de pouvoir obtenir les pièces du dossier. C'est que dans la procédure congolaise, on dit lever copie de pièces afin de pouvoir mieux préparer leur défense et assurer la défense de leurs clients. Mais le problème qui s'est posé sur cette audience ces jours-là, pour moi, pour ma part en tout cas, je laisse les conseils de partie maîtres de leur dossier. Il y a deux phases, comme je disais tout à l'heure. La première phase, c'est l'enquête pré-juridictionnelle. Donc, pour lever copie pendant cette période-là, on demande la permission au procureur de la République qui vous autorise à pouvoir lever copie de pièces. Mais dès qu'il y a la requête aux fins de fixation des dates d'audience, qui est renvoyée, en fait, le dossier en entier et part au niveau du greffe, du tribunal. Or, quand le dossier est au niveau du greffe du tribunal, le procureur général n'a plus à donner son autorisation. Si l'on doit prendre copie de ces pièces-là, c'est au niveau du président de la juridiction. Or, il s'est fait que tous les conseils des prévenus soutenaient qu'ils ont demandé la levée copie de pièces au procureur général. Mais toutefois, qu'à cela ne tienne, c'était un débat stérile à ce moment. Stérile, pourquoi? Parce que le tribunal a renvoyé afin de permettre aux prévenus, à la partie poursuivie, aux parties poursuivies, de pouvoir lever copie et préparer leur défense en conséquence. OK. Alors maintenant, parlons du premier jour de l'audience. Il y a eu trop de plaintes du côté de la partie civile comme de l'accusé, donc du procureur. Mais néanmoins, c'est qu'on disait qu'ils n'ont pas eu accès, donc les gens qui devaient accompagner les deux prévenus, comme les gens de l'UNC qui devaient soutenir leur chef, et quelques médias n'étaient pas admis à rentrer dans l'enceinte de la prison de Makala. Qu'en dites-vous? Un procès pénal, c'est un procès public. Ça, c'est de un. On ne peut pas empêcher aux gens de pouvoir venir assister à un procès pénal. C'est pour garantir, en fait, l'équité, pour dire qu'il y a eu un procès équitable. C'est pourquoi le procès pénal est public. Ça, c'est de un. Mais il faut dire, il ne faut pas oublier qu'il y a une loi sur le Code de justice militaire qui interdit la retransmission. Permettez-moi, je ne connais plus l'article, qui interdit la radiodiffusion ou la télédiffusion des débats lors d'un procès pénal. Mais il se fait que le président de la juridiction ou le président du tribunal siégeant peut autoriser. Dans les cas d'espèce, on a eu à autoriser les médias à pouvoir venir filmer et retransmettre en direct les débats. Ça, puisque le président a eu à autoriser, on pouvait venir capter les images et les retransmettre. Mais il y a un problème. Ça, vous n'êtes pas sans l'oublier, monsieur donc Aimé, que la pandémie qui vit la planète exige qu'il y ait tout de même des mesures sanitaires prises, la distanciation sociale, pas trop de masse. Ça, ce sont des choses qui, on peut dire, puissent plaider dans le sens que on ne pouvait pas non plus admettre qu'il y ait trop de gens dans la salle de... Ça, c'est un bon point. N'oubliez pas non plus que ça s'est passé à la maison d'arrêt, au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, Makala. Donc, c'est un lieu hautement sensible que l'on ne pouvait pas non plus accueillir tout le monde.
Voilà, ça, c'est justifié pour moi que c'est justifié la pandémie, le lieu hautement stratégique de là où il y avait les débats. Ne l'oubliez pas non plus, que quand bien même c'est un sanctuaire sécuritaire, mais ne l'oubliez pas que Nemwanantseni, si je peux me permettre de citer son nom, s'est évadé au su et au vu de tout le monde, malgré toutes les dispositions sécuritaires qu'il y avait là-dedans. Donc, si on laissait aussi les fanatiques ou les adhérents de l'UNC rentrer, ça pouvait être un véritable souci de sécurité. Donc, tout à fait. Tout à fait. Alors, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je disais, j'étais en train de conclure que les priorités sanitaires et sécuritaires ont prévalu sur des considérations autres que les fanatiques et autres personnes pouvaient regarder par retransmission. Vous l'avez regardé, je l'ai regardé ici, donc on pouvait aussi voir ça par d'autres. À de la maison. Oui, tout à fait. Donc, c'est justifié. Alors, mais parlons maintenant du comportement de deux prévenus. Ici, c'est Kamere et monsieur Jamal. Il y a certaines personnes qui disent que non, Kamere, il s'est comporté comme quelqu'un vraiment qui avait vraiment l'envie de parler. Donc, il a des informations à donner, mais il a été interrompu. Donc, il était très bouillant puisqu'il voulait vraiment qu'il lâche. Est-ce que vous êtes de cet avis ou bien il avait un comportement seulement inacceptable? Je dirais que toute personne qui comparait par expérience, toute personne qui comparait devant une juridiction, soit la cour d'assises qui n'existe pas en République démocratique du Congo, soit devant un tribunal correctionnel ou soit une juridiction de jugement, a toujours tendance à vouloir montrer qu'il est innocent, la personne est innocente. Donc, c'est la posture que prend toute personne qui se présente devant une juridiction. Donc, l'attitude de Kamere, l'ayant vécu devant la cour d'assises ou devant les tribunaux correctionnels ou devant les juridictions de jugement à Kinshasa, toute personne a toujours cette tendance-là. Donc, il veut dire. Mais pour l'instant, nous ne sommes que dans l'espace de, que dirais-je, de supposition. Attendons voir le déroulé de l'audience, de la procédure juridictionnelle pour que nous puissions savoir si réellement il avait quelque chose à dire. Parce que là, on ne sait pas, on nous promet la boîte à Pandore, on ne nous promet rien. Enfin, bref, je ne sais pas prédire l'avenir pour pouvoir savoir ce qu'il va dire. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est l'attitude normale d'une personne qui est devant une juridiction de jugement. Maître Michel, je tiens à signaler que vous êtes un homme expérimenté. Vous avez évolué pendant des années dans votre domaine. Alors, ma question est celle-ci. D'une manière objective, comment avez-vous personnellement analysé le comportement de Vital Kamere vis-à-vis du juge, son comportement et son langage? Vous avez trouvé ça vraiment acceptable? Quand le monsieur se présente comme le directeur du cabinet du chef de l'État. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'il est au sommet de l'État, qu'il est dans les cimes, qu'il est dans les firmaments, qu'il est au zénith. J'ai vu ça comme étant un peu dédaigneux vis-à-vis du tribunal. Ce qu'il pouvait comprendre, c'est qu'il y a la séparation du pouvoir. S'il est dans les cimes, s'il est dans le hauteur de l'exécutif, le judiciaire est à côté. Mais si j'étais son conseil, je lui dirais simplement que ce sont des attitudes qui ne servent pas sa cause. Et qu'à l'avenir, il doit s'en tenir. Il n'était pas le seul. Je ne pense pas que nous parlons de M. Diama, mais M. Diama aussi était là, comme s'il n'était pas là, il s'en foutait à la limite, quoi. Mais ce sont des attitudes qu'en tant que conseil, je ne conseillerais pas à mes clients. Alors, est-ce que leur attitude a concouru à ce que leur liberté provisoire ne soit pas accordée? Vous croyez? Non, je ne pense pas. Perso, je ne pense pas. Et je ne pense pas parce que
de un, ça s'est passé, en fait, il n'y avait pas plus d'un mois entre, c'était les 13, je crois, et la date de renvoi au 25. Ça ne fait même pas plus d'un mois. Pourquoi remettre en liberté des personnes qui seront jugées dans moins de 2 semaines, dans moins de 3 semaines? C'était ça la question. Okay, vous croyez que c'était ça? Ou bien ce n'était pas le problème qu'ils pouvaient sortir, aller influencer l'épreuve à l'extérieur? Tout ça concourt aussi à la décision du juge. Les risques de pression faits aux témoins. Les risques, parce qu'il faudrait quand même tout de même que l'on se dise, M. Caméré est directeur du cabinet du chef de l'État. En dehors, s'il quittait la maison carcérale, il peut appeler, il peut influencer. La pression sur les témoins. Qu'est-ce que je veux dire? L'entente entre les prévenus pour pouvoir assurer la même défense. Tout ça, c'est aussi des éléments à part les risques de concertation, je voulais dire. Il y a les risques de concertation, la pression sur les témoins et la date proche du renvoi font que c'est difficile de pouvoir manœuvrer une liberté provisoire là. En faveur de leurs prévenus. Si les avocats étaient, je sais que ce sont de toutes les personnes fuitées, quoi. Il y a de Philo Kalouba qui sont là, des avocats près la Cour de cassation, tout ça, ça je le sais. Mais pour moi, si j'étais à leur place, j'aurais demandé un renvoi à plus de 2 mois. Cela pouvait justifier la remise en liberté la liberté provisoire des personnes avec des obligations de contrôle judiciaire, n'est pas entrer en contact avec M. Jam, avec les prévenus, n'est pas avoir de téléphone, n'est pas sortir du territoire de telle commune. Il y avait des moyens aussi qu'on pouvait les contraindre en les plaçant sous contrôle judiciaire pour qu'ils puissent réellement ne pas interférer dans le cours Justement, sur les éléments que vous venez d'énumérer là pour la destruction, ne pas faire ceci là, mais dans des petites questions qui les ont été posées par le juge, est-ce que vous étiez satisfait de leur réponse? Parce que d'aucuns a trouvé qu'il n'y avait pas sincérité dans leur réponse. Qu'est-ce que vous en dites? Cher monsieur KMB, monsieur Jama, qui obtient de marcher de gré à gré avec la présidence de la République. Et on pose la question à un prévenu, il dit « je ne les connais pas ». Ou voilà, ce sont des choses qui énervent. Vous comprenez? Ce sont des choses qui énervent. Et quelqu'un qui dit que je suis locataire, alors que ça sent à 100 mètres ou à 1 kilomètre qu'il ne peut pas être locataire, dès qui c'est mon compte. Vous voyez, ce sont des attitudes comme ça qui énervent l'intime conviction du juge qui, ne l'oublions pas, est une personne. C'est ça. Et même quand on lui demande s'il connaissait M. Mouindou, à qui ils ont remis, voulais-je dire, 1 million et plus de dollars américains, il dit que je ne l'ai jamais vu, je ne connais que le nom. Est-ce vraiment crédible? Mais c'est ce que je dis, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais vus, ils n'ont jamais fumé les calumets de la paix ensemble, alors qu'ils ont brassé des millions. C'est ça. Entre eux. C'est ça. Tout ça, ça montre la non-crédibilité de la personne qui est devant vous. Les juges, je ne suis pas juge, je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais peut-être, mais les juges, quand ils posent des questions, ils se disent, ils voient aussi la sincérité de la personne. Si la personne est sincère, il dit, celui-là, je peux lui faire confiance que à la prochaine audience, il sera sincère. Vous savez, M. KMB, le rôle de l'avocat, ce n'est pas simplement de dire ment. Non. Ment. N'accepte pas les évidences. Non. Le rôle de l'avocat, c'est aussi de conseiller à son client, de reconnaître les évidences, de donner des éclaircissements afin que les juges puissent avoir la lumière sur la totalité de l'affaire. Et les juges ne jugent pas simplement des faits, ils jugent aussi de la personnalité de la personne pour pouvoir établir une confiance sur lui
et avoir la proportionnalité de la peine. C'est ce qu'on dit la personnalisation de la peine. Tout à fait. Donc, vous êtes en train, employons les bons mots, tant que vous êtes en train de rire au nez du juge, il se dit, bon, d'accord, rira bien qui rira les derniers. Et dans cette histoire-là, la dernière personne à avoir la parole, vous savez c'est qui? C'est le juge. Voilà. Alors, merci. Alors, la dernière question dans ce chapitre caméré. Êtes-vous de l'avis, puisque ça se trouve dans la communauté, que le chef de l'État, en l'occurrence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lâché son associé politique et donc son directeur de cabinet, il l'a sacrifié. Êtes-vous de cet avis-là? Ben, là, nous entrons beaucoup plus dans les sphères... c'est un jugement personnel. Oui, de tout bas, quoi. Donc, chacun apporte son eau dans le moulin. Et dans une sphère beaucoup plus sociologique congolaise, du Congo, et dans la politique. Mais tout ce que je constate est que le chef de l'État a toujours sa confiance, il est toujours son directeur de cabinet, alors qu'il est prévenu. Il n'est même pas mis en examen, il n'est pas simplement inculpé, il est prévenu. Il est prévenu, il comparaît devant une juridiction de jugement. Le chef de l'État a toujours sa confiance. Il est en détention. J'ose croire que le régime carcéral du Congo, c'est le régime carcéral des États-Unis ou de la France, mais je ne crois pas. Donc, j'ose croire qu'il n'a pas de téléphone, il n'a pas accès à Internet, il n'a pas de fax, il n'a pas de mail à consulter. Comment peut-il, de là où il est, mais il signe des papiers, il signe des papiers comme étant président de l'UNC. Nous voyons des circulaires qui passent avec sa signature. Non, il a pris congé de l'UNC. Ça, je peux juste... J'ai vu un papier, je ne sais pas l'authenticité de ça, mais j'ai vu un papier là-dessus. Comme qu'il a pris congé de l'UNC, il a donné ça. C'est le second jusque-là. Oui, mais c'est ce que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que il n'est pas en capacité d'être le directeur de cabinet du chef de l'État, mais le chef de l'État place encore sa confiance en lui. Tout à fait. Donc, alors, Maître Michel, avançons un peu, puisque à la télévision, le temps vraiment nous est compté. Passons à la deuxième affaire, c'est l'affaire de Pascal Mukuna. Donc, nous avons tout suivi. Il y a eu un peu trop de brouhaha, mais deux faits se sont passés simultanément. Mais la justice s'est beaucoup focalisée sur le second que sur le premier. Le premier, c'était la plainte déposée par Évêque Mukuna avec son groupe Éveil patriotique. Ils ont déposé une plainte contre l'ancien chef de l'État. Et puis, la femme qui l'a traduit en justice est venue 1 ou 2 jours après avec sa plainte. Mais on a vu que le deuxième problème a pris trop d'ampleur que le premier. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un jeu politique à ce niveau-là? Monsieur Kaïmbe, je ne vous mentirai pas que pour moi, ça, je vous dirais sincèrement, c'est un fait divers de bas niveau et de bas étage, qui n'avait même pas lieu d'être un fait divers. Les deux problèmes, la plainte contre le président, l'ancien président de la République, M. Kabila, Joseph. Le deuxième problème, le problème de viol, de l'accusation sur le viol. Je voudrais, quand je vous dis que c'est un problème de bas niveau, c'est un problème qui doit se régler le plus calmement possible. On ne doit pas oublier une chose. M. Kabila est ancien président de la République. Pour pouvoir porter plainte contre lui, pour de faits qu'il a eu à commettre, non, je dois préciser une chose, président de la République démocratique du Congo, élu. Pour pouvoir porter plainte contre lui, un homme sensé se pose des questions. La première des questions, est-ce que cette plainte aboutira? Moi, je ne sais pas répondre là-dessus. Je vous donne et je recommande à ses conseils, ainsi qu'à lui-même, de parcourir le texte. Qu'est-ce que le texte dit?
la loi sur les statuts des anciens présidents de la République, la loi sur les anciens présidents de la République, mais dans cette loi-là, on dit des lois des anciens présidents de la République élus. Je veux te lire l'article 7 de cette loi, qui est clair. Et quand il est clair, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Donc, pendant les 18 ans qu'il était président élu, non, pendant les mandats, pendant les temps où il était président élu, il jouit d'une immunité. Alors, moi, je me pose la question. Vous partez porter plainte contre un président élu pour le fait commis pendant l'exercice de sa profession. Que voulez-vous? Est-ce que cette plainte-là avancera? Mais est-ce que vous êtes encadré par un conseil quand même? On a vu Maître Katende qui a tricoté, par exemple. Ben, je lui demanderai de partir lire la loi sur le statut des anciens présidents de la République promulgué le 26 juillet 2018 et il sera édifié. Donc c'est un non-événement pour vous, alors. Selon la loi que vous venez de lire, c'est un non-événement. Écoutez, je vais vous dire une chose. On s'est vu à New York, on a parlé sur M. Kabila. Vous vous rappelez que je n'ai pas été tendre avec lui et je ne serai jamais tendre avec lui. Je vais vous dire quoi? Il ne faut pas rire, M. Kabila. Je vais vous dire quoi? Il peut avoir tous les beaux défauts du monde, mais c'est un fin stratège. C'est un fin stratège. Kabila, sentant sa fin de règne prochain, fit venir ses députés et leur demandant de lui accorder l'immunité. Tout à fait. Et je te dis, il est immunisé. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il est immunisé tel qu'il est là. On ne peut même pas le toucher. Et pour les actes posés en dehors de cette fonction-là, de cette fonction de président de la République, c'est l'article 8 qui dit il faut une majorité pour lever l'immunité. Il faut une majorité de, qu'est-ce que je vais vous lire si vous me permettez? Des sénats et des parlementaires. Oui, une majorité de 2 tiers. 2 tiers. 2 tiers, c'est-à-dire si vous êtes à 6, 2 tiers, ça fait combien? 4. Donc, et au Sénat et au Parlement. De 2 chambres. Donc, de 2 chambres confondues. Vous comprenez que c'est la majorité est des FCC dans ces 2 chambres. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais cette loi pose une question, alors pose une question de sa conformité à la Constitution. Ça, c'est un autre débat de juristes maintenant. Cette loi pose une question de la constitutionnalité de cette loi parce qu'il crée une personne qui n'est plus égale à d'autres personnes. Tout à fait. Alors que nous sommes tous égaux devant la loi. Tout à tel fait. que la Constitution dit. Or, M. Kabila n'est plus égal à nous autres parce qu'on ne peut plus le poursuivre. Tout à fait. Alors, avançons pour parler de ce dossier Mukuna avec la femme, c'est Mimi, je pense. Bref, oui. Mukuna est invité pour être informé du dépôt de ce dossier-là, donc de la plainte. Le même jour, il est confronté avec son accusé. Est-ce que ça s'est fait? Est-ce que c'est acceptable? Monsieur Kaimbi, le procureur de la République ou ses inspecteurs ou ses substituts peut inviter quelqu'un, peut le convoquer, peut le faire venir avec un mandat d'arrêt. Il a toute une panoplie d'instruments qu'il peut mettre à l'exécution pour qu'une personne se présente par devant lui. Dans les cas d'espèce, il a eu à utiliser une invitation. C'est pour être entendu sur de faits précis. Dans les cas d'espèce, c'était sur le fait des viols. Pour être entendu, vous avez dit, pas pour la confrontation. Mon cher ami, le maître de l'action publique, c'est le procureur. Donc, on ne peut pas lui empêcher de mettre en mouvement, c'est lui qui met l'action publique en mouvement. On ne peut pas lui empêcher de mettre l'action publique en mouvement et de diriger ça dans un sens comme dans un autre. Donc, c'est acceptable ce qu'il a fait. Du moment qu'il le fait à charge comme à décharge. Dites-moi, M. Kaimbe,
Si, en fait, nous nous basons, et cette affaire-là a été déclenchée sur les réseaux sociaux, on a vu un sextape, et puis voilà, ça, c'est parti de là. C'est quand même des éléments de preuve. Quand le procureur invite... Mais que lui, on a parlé de montage. Donc, il y a déjà un problème à ce niveau-là. Ok. C'est ça. On l'invite. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir donner des éléments à décharge contre cette accusation. C'est qu'il a à faire. Et si la partie plaignante était là, on pouvait les confronter. Vous savez, là, je sors de ma robe d'avocat. Je vous dis simplement que ça fait rire ici. Ça fait rire. Ça fait rire dans le sens que beaucoup de gens disent montage ton limi en haut. Ah la kisaka kamabolongo. Tu vois, donc ça fait rire. Phénomène genou. Qui nous montre, en fait, moi, comme je vous ai dit, c'est de bas niveau, de bas, je ne m'occupe pas de ça. Je vous dis simplement, les gens disent ah la kisaka kamabolongo. Donc, si c'est un montage, qu'il apporte de preuves. Mais si ce n'est pas du montage, écoutez, monsieur Kaimé, je suis tatoué quelque part. Si une fille dit qu'il a eu de relations intimes avec moi et qu'il vous donne d'éléments que celle une personne qui a eu des rapports comme ça avec moi puisse les connaître, ça suppose quoi? Ce sont des éléments à charge. Et ne l'oubliez pas qu'il les viole. Parce que c'est sur base de viols qu'on est en train de lui poursuivre. Les viols, c'est tout de même une infraction très grave. C'est une infraction très grave. Obtenir de faveurs sexuelles d'une femme par ruse, par surprise, sans son consentement, c'est ce qui caractérise. Maître, là, nous avons suivi les dires de la femme, nous avons suivi beaucoup d'histoires autour de ça. Donc, si c'était une seule fois, on pouvait entendre que c'était contre la volonté de quelqu'un, était sous pression, comme elle a dit, il y avait même la présence d'un revolver. Là, on peut... Mais si c'est 2 fois, 3 fois, il y a consentement. Il y a amour à ce moment-là. Monsieur Kaimbe, je vous dirais que la jurisprudence reconnaît un viol, même entre mari et femme. Ça, je sais. Même entre mari et femme. Et moi, je ne suis pas là pour accuser monsieur Mukuna. Mais selon les explications de la dame, il dit, il retient des documents parcellaires ayant appartenu à mon défunt mari. Par chantage. Voilà, c'est ça la pression. Donc, il obtient des faveurs avec un consentement vicié. Vous comprenez? Avec un consentement vicié. Quand il y a vice de consentement, il n'y a pas contrat. C'est parmi les critères pour qu'un contrat soit valide. Or, quand il y a vice de consentement, c'est qu'il n'y a pas consentement. Et puisqu'il n'y a pas consentement et que l'acte a été posé, c'est qu'il a pu obtenir cet acte-là sans consentement. Et c'est ce qui caractérise les viols. Je ne connais pas le dossier en entier, mais juste sur ce que nous apprenons de gauche à droite. Alors maintenant, voilà. Pour terminer, puisque nous sommes pratiquement à la fin, Maître Michel, que diriez-vous à ceux qui disent que c'est un procès purement politique? Puisque Mukuna a fait l'éveil, tous les Congolais sont derrière lui, alors les gens des FCC, ils utilisent leur machine pour broyer cette action-là. Qu'en dites-vous? Il peut y avoir une part de vrai, il peut y avoir une part du faux. Vous comprenez? Quand je dis qu'il peut y avoir une part de vrai, je ne saurais pas les tailler. Mais quand je dis qu'il y a une part du faux, moi je pars du principe, l'acte qu'on est en train de lui poursuivre s'est passé dans sa voiture, avec sa personne, avec ses genoux visibles. Donc, on ne peut pas me faire comprendre que c'est les gens du FCC qui sont entrés dans sa tête pour pouvoir
le donner l'impulsion, sous l'impulsion du, comme on dit, sous l'impulsion de l'autorité morale, il a eu à faire, il a eu à faire ça. Il a eu à faire en tant que majeur adulte et vacciné. Donc, c'est pourquoi je vous dis, je me mets mal à l'aise de pouvoir parler de tout ça. Je me dis, bon, voilà, quand je dis qu'il y a un part de vrai, n'oublions pas que M. Kabila a eu à faire 18 ans au pouvoir et il maîtrise le rouage de la société congolaise. Mais il faut maintenant établir que c'est lui qui est derrière ça. Moi, je ne veux pas de supputation. Comprenez, je ne veux pas de supposition. Il faut établir des liens de cause, de liens de causalité entre le fait et les accusations. Dans la relation de cause à effet, alors. Cause à effet. On a vu, pas plus tard que la semaine passée, vous n'avez pas parlé de ça, mais je veux juste mettre un peu une parenthèse là. On a vu un certain Ibrahim Kabila qui s'est fait prendre au vu au su de tout le monde. Je vous enverrai même l'image que j'ai eue. Il venait juste de parler du mal de son frère. Mais là, vous voyez, c'est un peu visible si c'est son frère qui est derrière ça. Vous comprenez? C'est un peu trop visible. Ça se sent, mais ce n'est pas prouvé. Mais dans les cas de M. Mukuna, il doit aussi accepter si les faits sont avérés, il doit aussi accepter de répondre de ses actes. C'est ça. Alors, chers téléspectateurs, vous nous suivez en direct de New York City avec Maître Michel Locomba qui nous parvient depuis la France à Lille. Alors, nous sommes très heureux, Maître, qu'on ait parlé de l'actualité qui a marqué la semaine qui s'écoule. Alors, vous avez maintenant 2 minutes pour vous adresser aux Congolais, surtout ceux-là qui sont en train de supputer sur le cas Kaméré, sur le cas Mukuna, qui veulent dire que tout est politisé dans ce pays-là et qu'il n'y a pas politique, il n'y a pas justice dans ce pays, tout est politique. Ben, moi, ce que je dirais simplement, c'est que c'est une bonne chose que la justice puisse commencer à fonctionner, à être un peu indépendante et libre. Si nous acceptons que la justice soit indépendante et libre pour le cas de M. Vital Kaméré, acceptons aussi que la justice soit libre et indépendante pour M. Mukuna, ainsi que pour toute autre personne. Vous comprenez? On ne doit pas aujourd'hui dire que la justice est libre et non instrumentalisée par le pouvoir dans le cas Vital Kaméré, parce que ne l'oublions pas aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, Vital Kaméré, c'est tout de même le directeur du chef de l'État, et dire que la justice est instrumentalisée pour M. Mukuna, qui est en train de lancer de missiles Scud à bout portant dans les cas du FCC, tout simplement parce que non, on doit rester cohérent. Si nous disons que la justice est libre et indépendante, acceptons-le pour toutes les personnes. Et j'aimerais bien que cela puisse continuer, que la corruption puisse cesser dans la justice congolaise, parce que c'est quelque chose qui gangrène aussi cette justice-là, que les avocats, tous ceux qui concourent à l'éclatement de la vérité par l'addiction du droit par les tribunaux, puissent concourir à ce que la justice soit l'unique socle de notre démocratie. C'est tout ce que je pourrais dire pour que la justice soit forte dans notre pays. Ok, alors la dernière question, êtes-vous fier de ce qui se passe dans le secteur de la justice au Congo maintenant? Puisque vous êtes du domaine, êtes-vous fier? J'aimerais voir ça dans le temps. Pas avec 2 faits divers comme ça. J'aimerais voir ça dans le temps. Okay. Vous savez nous avons connu beaucoup de magistrats qui ont, durant toute leur carrière, servi la République pendant 30 ans. Ils sont partis même à l'honorariat ou à l'éméritat et qu'aujourd'hui, on ne leur donne pas encore de décompte final, alors que ce sont des gens qui sont, écoutez-moi bien, qui sont encore locataires, alors qu'ils ont eu l'éméritat, ils ont eu l'honorariat, et même qu'ils sont morts pauvres, qui sont... Donc, j'aimerais que ça soit dans les temps. Parce qu'il faut dire qu'aussi de 60 à 80, la justice était impartiale. Mais après 80, nous sommes rentrés dans d'autres systèmes.
j'aimerais que la justice redevienne l'ancienne justice où, quand on dit le droit, personne n'est au-dessus de la loi. Voilà. Ok, alors, Maître Michel, grand merci pour avoir passé ce temps avec nous. Je sais qu'il fait très tard, vous êtes à côté de la famille. Nous vous remercions sincèrement. Donc, vous avez été ici à New York, vous nous avez fait plaisir encore une fois dans notre studio. Et voilà qu'à distance, vous l'avez fait encore. En tout cas, vous êtes un monsieur qu'il faudrait vraiment féliciter, puisque quand on parle du Congo, vous êtes toujours présent. Courage et félicitations. Nous vous verrons encore une fois dans un autre dossier. Merci beaucoup, M. Kaimbe. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, donc, vous avez suivi Maître Michel Lokomba. Il nous a donné de la matière. Il essaie peut-être beaucoup plus comme une église au milieu du village. Nous avons suivi une analyse sans parti pris. Alors là, vous avez compris que tout ne doit pas être politique. Nous devons aussi faire confiance à notre justice. C'était John Kayembe depuis New York City et à la prochaine.